Voilà un sujet qui va vous faire réagir, j'en suis absolument certain, et je vous mettrai à l'antenne évidemment. Vous appelez le 0826 300 300, vous n'hésitez pas pour interpeller, pour poser des questions à tous nos invités. Nous allons parler d'obscurantisme à travers le livre de Catherine Bréchignac, Retour vers l'obscurantisme, la manipulation des savoirs et des peurs orchestrée par un courant de pensée anti-progrès, entraîne nos civilisations vers la catastrophe. Alors je vous présente tous nos invités. Catherine Bréchignac, donc auteure de ce livre aux éditions du Cherche Midi, Retour vers l'obscurantisme, physicienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de physique atomique aux confins de la physique nucléaire et de la physique moléculaire. Je n'en dirai pas plus parce que comme je n'y connais rien et que je ne prétendrai pas être spécialiste de physique nucléaire ou moléculaire, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Nous allons parler d'obscurantisme avec vous, Catherine Bréchignac. Nos deux invités, Laurent Alexandre, haut fonctionnaire, énarque, urologue de formation, entrepreneur, militant politique. Militant politique, Laurent Alexandre? Non. Je vois ça sur la fiche. Non. Pas militant politique. Non, écrivain, chroniqueur. Entrepreneur, mais voilà, militant politique, non. Bon. Et puis, Marc Baudrier. Bonjour, Marc Baudrier. Bonjour. Vous êtes journaliste en charge du secteur média au magazine Challenge. Vous êtes... J'étais, je suis aujourd'hui à Boulevard Voltaire. Aujourd'hui à Boulevard Voltaire, oui. Vous avez été chroniqueur sur Radio Classique, vous l'êtes toujours. Intervenant sur de nombreuses radios, RTL, France Info, Radio Notre-Dame, etc., etc. Bien, nous allons parler d'obscurantisme. D'abord, quelle définition de l'obscurantisme à vos yeux, Catherine Bréchignac? Comment définissez-vous ce mot, obscurantisme? Alors, obscurantisme, c'est clair, il vient d'obscur. Enfin, c'est clair, donc du coup, j'utilise un antonyme. Oui. Il vient d'obscur, c'est-à-dire qu'en fait, autrefois, et je reprendrai Voltaire, autrefois, ou le pouvoir politique, ou le pouvoir religieux essayait de maintenir le peuple dans une inculture totale, parce que on racontait même au siècle des Lumières que à quoi ça servait à rien d'éduquer des gens qui allaient cultiver, et bon, donc les paysans, pourquoi les... C'est ce que disait Rousseau d'ailleurs. Alors, c'est ce que disait Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Absolument. Oui. Mais évidemment, Voltaire, lui, disait le contraire et expliquait qu'il fallait élever le niveau moyen de tout le monde, ce qui était très bien. Donc, on a fait en sorte que le niveau moyen de la population s'élève. Les gens commençaient à écrire. D'ailleurs, c'est très intéressant de regarder les signatures de l'époque. Vous voyez qu'il y avait encore 20% des gens qui savaient signer avant la Révolution française. Et donc, on voyait très bien que l'écriture a pris du temps et ça s'est produit, les choses ont avancé. Et puis, on est arrivé à un passage où on pensait vraiment qu'on était débarrassé de l'obscurantisme, que la connaissance était pour tout le monde, et que, ma foi, tout allait bien se passer. Et alors, vous dites aujourd'hui, on revient à l'obscurantisme. Mais quel obscurantisme? Justement, c'est un nouvel obscurantisme, c'est-à-dire qu'en fait, la connaissance est partout, dans tous les réseaux sociaux, et vous avez tout et son contraire. Il n'y a plus de tri, il n'y a plus la démarche scientifique, il n'y a plus rien. On mélange la science et l'opinion. Tout le monde s'exprime sur tout. Tout le monde s'exprime pour tout et toutes les paroles se valent. Alors que, par exemple, la science a un protocole qui doit être suivi. Et là, maintenant, vous avez le droit de dire ce que vous voulez et toutes les idées sont les mêmes. Alors, c'est très important de penser, d'avoir la liberté de penser, de pouvoir s'exprimer, c'est fondamental, mais il y a quand même un problème quand les gens n'ont plus le temps de faire le tri. Ils n'ont plus le temps. Alors, les gens ni la lucidité, d'ailleurs. Bon, mais ça, on l'a perdu, oui, mais ils peuvent la récupérer. Mais surtout, vous avez derrière des manipulateurs. Oui. Et des manipulateurs qui essayent de faire en sorte de vous donner une teinte de raison à quelque chose qui n'est pas raison. Et j'ai même cité Bourdieu là-dessus, qui l'a complètement exprimé en disant, et j'ai dit, l'obscurantisme se drape de raison. Alors vous avez ça. Premièrement ça, et deuxièmement, vous avez le fait que n'importe qui peut, pour des raisons mercantiles ou des raisons idéologiques, peut orienter ou faire croire à différentes personnes ou différents groupes des... Alors Catherine Bréchignac, nous allons entrer dans le détail, dans le concret, mais vous écrivez: les sentinelles de l'obscurantisme culpabilisent la population par des démonstrations pseudo-rationnelles, en déformant les raisonnements pour mieux manipuler ensuite les personnes. Oui. Oui.
Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Dites-moi, Marc Baudrier. Avec ça, oui. Je pense que... Oui. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des sentinelles sur les réseaux sociaux? Oui. Des sentinelles, je ne sais pas. Des sentinelles de l'obscurantisme. Mais c'est évident qu'on trouve tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations, beaucoup d'intoxications. Bon, là, je ne pense pas qu'il y ait de débat. Hein. Oui. Par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Catherine Bréchignac, c'est sur sa lecture de l'histoire. Et on en arrivera à l'actualité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une époque, d'abord dans laquelle, comme vous le dites, le pouvoir politique et religieux est maintenu dans l'ignorance, les masses, ça me paraît extrêmement contestable. Le pouvoir politique, depuis Charlemagne qui a créé l'école, et religieux, on pense aux écoles qui ont été créées par les jésuites. Non mais vous et par rigolez Louis XIV, quand même, quand Louis XIV a imposé que l'école soit obligatoire pour tout le monde, il a demandé aux prêtres d'éduquer les enfants. En Bretagne, région d'où je viens, qu'il n'y avait même pas 20%, même pas 15% qui allaient à l'école. Non mais bien sûr, non mais je ne vous dis pas qu'il y avait 90% des gens qui allaient à l'école. mais simplement, c'était une éducation dirigée tout de même. C'était une éducation dirigée. Non mais les écoles religieuses, excusez-moi, au 19e siècle, ont fait quand même un travail assez extraordinaire. Elles existaient. Vous allez pas me dire qu'il n'y avait pas d'école, bien sûr, des frères des écoles chrétiennes, des jésuites, etc. Évidemment. Donc bon, c'est un peu facile. Attendez, en 1666, il y avait la Revenons à notre époque. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, je sais pas ce que Catherine Bréchignac appelle les sentinelles de l'obscurantisme qui culpabilisent la population. On va être dans le concret. Catherine Bréchignac, quelles sont ces sentinelles de l'obscurantisme? Donnez-nous des exemples concrets. Par exemple, sur le Covid? Sur le Covid, mais prenez un exemple, alors qu'il ne va pas faire de polémique du tout, qui est les platistes. Les platistes? Oui, les platistes. Oui, ceux qui croient que la Terre est plate. Vous avez 20% aux États-Unis à peu près. 9% en France. Qui croient que la Terre est plate. 9%. Croient que la Terre est plate. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le livre, j'ai acheté le livre des platistes, je l'ai lu, j'ai regardé comment les choses étaient dites et comment elles étaient dites à moitié, pour montrer que la Terre était plate. Alors on vous dit, les canaux sont plats, vous voyez, l'horizon est plat, tout est plat. Bon, mais l'exemple intéressant, c'est que vous prenez un avion, ce qu'il raconte dans le livre, prenez un avion, l'avion vole à 800 km/h, la Terre tourne à 1600, donc quand il va dans le sens de rotation de la Terre, il n'atteindra jamais sa destination, puisqu'il va moins vite que la rotation de la Terre. Et il dit... c'est évident qu'il n'atteindra jamais son objectif. Et c'est le mot, c'est évident qu'il y a un trucage. Parce que il n'y a rien d'évident dans l'histoire. Vous êtes dans le référentiel de la Terre et vous devez y rester. Et ça, depuis Galilée, on le sait. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne savaient rien, mais il y en a d'autres qui savaient. Donc, depuis Galilée, on le sait. Et donc, cette façon de le dire, elle est complètement fausse. Alors moi, je prends l'exemple inverse. Je dis, quand le gars lance une balle en l'air et elle retombe dans sa main, elle ne retombe pas sur la tête du voisin de derrière. Comme ça avance. Laurent Alexandre, est-ce qu'il y a des sentinelles de l'obscurantisme qui culpabilise la population? En fait, on est dans une période où se cumulent plusieurs éléments que résume très bien Madame Bréchignac, qui est un immense savant, ce que tous vos auditeurs ne savent pas forcément. D'abord, le monde est de plus en plus compliqué. La science de 2022, elle est beaucoup plus compliquée que la science de 1750. Donc, elle est plus difficile à expliquer aux gens. Oui. Hein, la mécanique quantique, il y a moins d'1% des gens qui peuvent comprendre comment ça fonctionne. C'est d'une complexité absolument décourageante. L'ARN messager, c'est très compliqué. La science de 1750 était beaucoup plus simple. N'importe qui peut comprendre un livre de science de 1750. Donc le monde est plus compliqué. En même temps, on a des nouveaux médias, les réseaux sociaux, qui ont donné la parole à des obscurantistes, à des foufous, à des complotistes. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Raoult. Il a fallu des mois pour que le Conseil de l'Ordre attaque Raoult pour charlatanisme. C'est en cours, mais avant qu'il soit attaqué par l'Ordre des médecins pour charlatanisme, on l'a laissé sur les réseaux sociaux parler de ses études complètement bidouillées, complètement truquées, et il a convaincu une partie importante de l'opinion que la chloroquine marchait dans le Covid, alors que ça n'est pas le cas. Et il a notamment touché les populations les plus fragiles. Un sondage IFOP montre que
l'épicentre des gens qui croient à la chloroquine et à Raoult, ce sont les gilets jaunes. 80% d'après l'IFOP des sympathisants gilets jaunes pensent que Raoult a raison et que la chloroquine marche. Donc effectivement, il y a des publics qui ont une plus petite culture scientifique qui sont encore plus susceptibles d'être contaminés par les idées complotistes. Donc pour résumer ça, on est à la charnière d'un moment particulier où on a à la fois des réseaux sociaux toxiques et puis un monde de plus en plus compliqué. Pour bien comprendre, on ne croit plus à la science, enfin pas on. D'abord le mot croire, je voudrais vous... Attendez. Reprenez-moi. Oui, je vous reprends. Le mot croire est exclu du domaine scientifique. D'accord. Donc la science, pour certains, la science n'est plus évidente. Ah oui. Voilà. Le problème, c'est que pour certains, la science, et qui dit science dit progrès. Est-ce qu'elle l'a été? Alors, est-ce que la science a été... Mais est-ce qu'on n'a pas le droit aussi de remettre en cause? Est-ce qu'on n'a pas le droit aussi de remettre en cause les conclusions scientifiques? Catherine Bréchignac. Justement, ça c'est une excellente question, parce que on a confondu recherche et science récemment. Oui. Lorsque vous avez la science, la science est un outil d'abord. Oui. La science est un outil qui a construit l'homme avec des équations, avec des chiffres, avec des mesures, des résultats numériques. Et ensuite, il fait des mesures et il compare la mesure qu'il a faite, chiffrée, avec son résultat. Bon. Quand on a fait des mesures et des mesures pendant un temps important, qu'on a fait progresser l'équipement scientifique pour pouvoir avoir des mesures plus précises, quand on a fait progresser les théories pour avoir une meilleure compréhension, on a un socle qui est solide. La Terre tourne autour du Soleil. Bon. La vitesse de la lumière est finie. Bon. Elle est 300 000 km à la seconde. Bon. Etc., etc. Donc, vous avez des choses qui sont sûres. Ensuite, aux frontières de la connaissance, là, les choses ne sont pas sûres. Là, on est en débat. Là, on a du doute. Là, on est en train de réfléchir. Mais les frontières de la connaissance, c'est le progrès. Absolument. Et donc là, on a le droit. Ce sont les récentes découvertes. Exactement, exactement. Et c'est donc ce progrès-là qu'on refuse. Que certains refusent. Parce que de toute façon, c'est vrai que c'est pas rigolo d'avoir toujours le tapis qui se dérobe sous vos pieds. Et quand vous êtes aux confins de la connaissance, vous dites c'est ça, c'est pas ça. Et puis la connaissance galope de plus en plus vite. Donc quand on était en 1700, à la fin du règne de Louis XIV, les avancées scientifiques, elles sont minimes. Au 19e siècle, ça s'accélère, et puis aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. Ça va Donc, très vite. La capacité pour l'opinion d'intégrer une science de plus en plus complexe et qui va de plus en plus vite, c'est un vrai challenge, et il faut qu'on réfléchisse davantage comment les scientifiques font passer la culture scientifique au plus grand nombre, à la société civile. Et ça n'est pas simple. Oui, non, mais je crois que Catherine Bréchignac a mis les mots. C'est très difficile pour le grand public, et moi je parle en journaliste comme vous, Jacques Bourdin, je suis pas du tout scientifique, mais c'est très difficile pour le grand public de savoir si on est à la frontière de la connaissance, où il y a débat, où il y a des avancées, des reculades, des choses qu'on découvre, qui annulent ce qu'on avait dit 5 ans avant, etc., ou si on est dans la science dure, incontestable, ou qui est totalement passée. Et pour cela, on a besoin de grands vulgarisateurs, et je crois que notre époque ne les a pas. Un Joël de Roné, par exemple, a fait un travail extraordinaire. Pasteur, je crois, mais je parle sous votre contrôle, a passé beaucoup de temps à essayer de vulgariser vous avez ces raison. découvertes. Mais vous savez, maintenant, on ne peut plus faire ça tout seul, et on a besoin de vous les journalistes. On a besoin de vous. C'est vrai que c'est notre rôle. C'est votre rôle, mais c'est notre rôle aussi. C'est notre rôle d'essayer de faire ça en plusieurs temps. Bon, alors, ce débat est absolument passionnant. Ça vous fait réagir. Eric, par exemple, qui est à Tours, qui nous appelle. Eric, qui a envie de se mêler à notre conversation. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous continuez. Il est 11h16. Tours vers l'obscurantisme, c'est le titre du livre de Catherine Bréchignac. La manipulation des savoirs et des peurs, orchestrée par un courant de pensée anti-progrès, entraîne nos civilisations vers la catastrophe. Eric est à Tours. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Eric? Eh bien, je pense que ça la relève enfin, pour beaucoup de choses, il y a des choses qui sont fantasmées et que c'est proportionnel à la quantité d'informations et de connaissances qui sont accessibles au grand public. On parlait des réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux font caisse de résonance
Avant les réseaux sociaux, avant Internet, vous aviez ce qu'on appelait les cafés du commerce. Les gens se retrouvaient dans les cafés. C'était les réseaux sociaux de l'époque. Aujourd'hui, bon, la caisse de résonance est un peu plus importante. Parler d'obscurantisme, je crois que chaque époque a ses obscurantismes. Au Moyen-Âge, on parlait des sorcières. Chaque période de l'histoire a sa forme d'obscurantisme, sa forme de fantasme. Et aujourd'hui, nous avons une quantité tellement gigantesque, astronomique d'informations que beaucoup de gens, à mon sens, se perdent un peu dans cet énorme, je vais pas dire marasme, mais c'est tellement énorme. Oui, mais Eric, il faut donc rappeler qu'il faut prendre le temps de réfléchir et d'accepter les nuances. Alors, certes, vous avez raison, mais en même temps, lorsque vous regardez l'époque dans laquelle on vit, tout va vite, tout doit aller vite. Nous sommes dans l'époque du tout jetable, de l'immédiat. De l'individualisme, du consumérisme à outrance. De l'hédonisme, le plaisir avant tout, le plaisir personnel avant tout. Donc, c'est-à-dire, en gros, vous prenez toutes ces applications, on est dans l'immédiateté, dans l'instantanéité, et beaucoup de gens, à mon sens, vont se faire une idée sur un sujet, par exemple l'histoire de la Terre plate. Il y a des gens qui préfèrent pas réfléchir, qui vont se laisser, ne vont pas étendre le sujet, ils vont se dire la Terre est plate, point. Mais il suffit d'expliquer et d'éduquer les gens, la vulgarisation certes, mais lorsque vous regardez à la télé, quels sont les scientifiques qui sont présents à la télé? Le thème du nucléaire, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment des scientifiques qui sont invités à la télé? Vous avez des agronomes qui sont invités pour parler du nucléaire. J'aimerais bien comprendre en quoi ces personnes sont... Je ne remets pas en question les connaissances qu'elles ont, mais pourquoi n'y a-t-il pas des ingénieurs spécialisés dans le nucléaire? Et vous avez raison, Eric. Je vous donne entièrement raison. L'obscurantisme est aussi là, c'est dans le choix des invités des médias, puisque les médias ont une grande part de responsabilité. Mais bien sûr. Au-delà des réseaux sociaux. Mais la télé, qui est encore le média le plus important en termes d'information, a aussi cette part de responsabilité. Les journalistes ont une grande part de responsabilité. Et on a malheureusement, comme on est dans l'ère du tout jetable, eh bien l'information aussi est jetable. Oui. Eric, je voulais vous remercier. Je vous coupe parce que il y a beaucoup d'appels d'abord. 0826 300 300, on va prendre Stéphane. Et puis je voudrais que les uns les autres... oui, c'est vrai aussi, et vous le disiez, qu'on n'a pas donné la parole aux contestataires, à ceux qui contestent la voix dite officielle. Je me méfie, parce que la voix officielle, pour un journaliste, il n'y a pas de voix officielle. Si on fait notre métier, il n'y a pas de voix officielle. Mais c'est vrai qu'on n'a parfois pas donné la parole suffisamment au peuple, pas donné la parole suffisamment à ceux qui contestent les progrès, ceux qui ont des arguments à faire valoir. C'est vrai, Marc Baudrier, on a éteint finalement le dialogue public. Mais oui, on l'a complètement étouffé par des médias qui étaient pendant très longtemps très peu nombreux et donc très faciles à maîtriser. Et donc on a écarté tous ces sujets-là. Et puis sont arrivés les réseaux sociaux qui ont fait exploser toutes ces contestations qui étaient maintenues sous le couvercle depuis des décennies. Et alors la méthode, c'est là que la thèse de Catherine Brechignac est intéressante, mais obscurantisme très bien, mais je crois que c'est plus un défi de pédagogie. Qui est nécessairement long. Convaincre les gens, là, vous leur n'êtes pas d'accord. Les choses. Catherine Brechignac va plus loin que vous. Hein, Catherine, vous allez plus loin. C'est long et on ne peut pas exiger des Français qu'ils adhèrent à toutes les vraies ou fausses découvertes scientifiques, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des... Oui, mais... Il y a une période, il y a une frange qui est assez, écoutez, aujourd'hui beaucoup, soyons concrets, aujourd'hui beaucoup sombrent dans le complotisme sans savoir vraiment pourquoi. Expliquons-leur. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens? Oui. Voilà. Oui, c'est Catherine Brechignac. Il faut donner, d'abord, il faut reprendre le temps de penser. L'homme est quand même un animal qui pense. Bon, il faut redonner le temps de penser. Et surtout redonner l'esprit critique, c'est-à-dire de poser des questions, de dire pourquoi c'est comme ça, d'où vient cette source, pourquoi vous me dites ça. Il faut redonner à chacun l'envie de poser des questions et de pas se dire je vais avaler tout cru ce qu'on me dit parce que ça a l'air joli.
C'est joli, oui, certes, mais enfin, il n'y a pas de fondement. Donc, il faut redonner vraiment le temps de penser. Et ce que je veux dire aussi dans le livre, c'est que, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que j'étais excédée au bout d'un moment. J'ai pendant longtemps On sent écrit... d'ailleurs, en lisant votre livre, on sent une colère sourde. Oui, j'ai pendant longtemps parlé de science, essayé d'expliquer la science, et puis voilà. Alors là, excédé, j'ai écrit ce livre. Mais à lire d'ailleurs, parce que c'est passionnant. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a des outils ensuite qui sont utilisés par les uns et les autres pour des raisons mercantiles ou des raisons idéologiques, et cet outil, c'est la peur. Bien. Alors, vous allez voir la peur. Nous allons lire un sondage IFOP dans un instant avec Félix Mathieu. Mais Laurent Alexandre, vous voulez dire, ajouter quelque chose? Oui, alors, on est dans une période où il y a une bouffée d'obscurantisme, mais c'est pas la première fois, et donc il faut qu'on réfléchisse comment lutter contre l'obscurantisme. Vous savez, votre auditeur tout à l'heure a dit quelque chose d'intéressant, il a parlé des sorcières au Moyen-Âge. Oui. Les sorcières, c'est pas au Moyen-Âge, c'est pendant la Renaissance, et notamment pendant les guerres de religion. Donc c'est au XVIe et XVIIe siècle, où 75 000 sorcières sont zigouillées en France et en Allemagne. Donc dans cette période de modernité incroyable qu'est la Renaissance, c'est là où on tombe dans l'obscurantisme le plus fou. Laurent Alexandre, puisque vous parlez des sorcières, nous avons un sondage, n'est-ce pas Félix Mathieu? Eh oui, alors selon une étude IFOP qui a posé cette question, croyez-vous en la sorcellerie? Eh bien cette question, on a 23% seulement, entre guillemets, des femmes de plus de 65 ans qui répondent oui, et ça monte à plus de 53% chez les femmes de 25-34 ans, selon cette étude IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, c'est de décembre 2020, soit plus de la moitié en fait des femmes de cette tranche d'âge 25-34 ans qui croient en la sorcellerie. Là, je voulais quand même dire quelque chose. Oui, Catherine Brechiniak. On a entendu quelqu'un dire « Je préfère les femmes qui jettent des sorts aux ingénieurs qui construisent des EPR. » C'est Sandrine Rousseau. C'est Sandrine Rousseau qui a dit Vous ça. imaginez? Oui. Comment qualifiez-vous ce propos-là, Catherine Brechiniak? Moi, je pense que chacun a le droit de dire ce qu'il veut, mais pas nécessairement sur la place publique. Oui. C'est juste scandaleux. Oui, mais vous savez, sur la sorcellerie, le pire, c'est qu'elle est entendue. Il faut pas oublier l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes générations issues de l'immigration. Sur les réseaux sociaux, vous avez les prédicateurs qui parlent de sorcellerie sans arrêt. Donc la jeune génération, où il y a une partie importante de nos concitoyens qui sont d'origine arabo-musulmane, sont imprégnés dans les réseaux sociaux dans un bain sur la sorcellerie. Quand vous allez sur Twitter, sur Instagram, on vous parle de sorcellerie sans arrêt. Parce que, effectivement, dans la culture musulmane, les sorcières, les sorciers, la sorcellerie sont très, très, très présents. Donc, il ne faut pas s'étonner que les jeunes générations croient à la sorcellerie, parce que sur les réseaux sociaux, les prédicateurs musulmans parlent sans arrêt de sorcellerie. Il y a là un phénomène... Il n'y a pas que les musulmans. C'est assez largement... Oui. C'est un phénomène qui est assez largement démographique et qui s'explique par le changement démographique de la France. Et puis, et puis les peurs. On va aborder le problème de la peur, parce que c'est à mon avis essentiel. Mais il est déjà 11h28, ça passe vite, 0826 300 300. Stéphane et Alain ont envie de s'exprimer et ils vont pouvoir le faire dans un instant. 11h32, retour vers l'obscurantisme. Oui, non, Catherine Brechiniak est avec nous, qui publie ce livre Retour vers l'obscurantisme aux éditions du Cherche Midi. Et puis, nous avons nos invités, Laurent Alexandre et Marc Baudrier. Alors, on va parler de la politique et de l'obscurantisme, Marc Baudrier, mais je voudrais tout de suite écouter et Stéphane et Alain, deux auditeurs. 0826 300 300. Stéphane est à Nice. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Stéphane? Allez. Oui, bonjour. Moi, sur le sujet, en fait, je pense que il y a certains prédicateurs obscurantistes, un certain courant religieux ou un peu illuminé, voilà, qui partent un peu dans ces délires-là, mais c'est qu'une infime partie. Je pense que la plupart des gens, en fait, une partie de la population, du peuple, en fait, s'éveille un petit peu. Voilà. Vous êtes plutôt optimiste, Stéphane. Vous dites, bon, c'est vrai qu'il y a des prédicateurs obscurantistes, pardon, mais dans la religion musulmane notamment, et pas que dans la religion musulmane, mais oui, ça existe. Oui, bien sûr. C'est une réalité. Bien sûr.
Bien sûr. Hein, Catherine Oui, Bréchignac. tout à fait. Il y a des C'est là où on utilise les peurs. On utilise Mais les moi, peurs. au bout du compte, je suis quand même assez optimiste. C'est-à-dire, je pense que... Vous êtes comme Stéphane, alors. Oui, oui, je trouve qu'il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se méfier, il faut faire attention, il faut prendre... Mais malgré tout, au fond, l'être humain a quand même, devant les difficultés, une certaine raison, une certaine logique. C'est pas de la science, mais c'est de la logique qui lui permet de ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Vous voulez ajouter quelque chose, Stéphane? Oui, je voulais ajouter quelque chose, c'est qu'en fait, je suis pas pour une certaine idéologie progressiste non plus. C'est-à-dire que je suis pas dans l'illumination, mais les gens, grâce à Internet ou à cause d'Internet, ils ont pu avoir pas mal d'informations, donc ça leur a donné à réfléchir. Donc, ça leur a donné à réfléchir pour ne pas suivre certains délires idéologiques progressistes. Lesquels, Stéphane? Allez-y, allez jusqu'au fond de votre pensée. Moi, j'aime bien qu'on dise franchement les choses. Ben écoutez, il y a les gens, en fait, maintenant, ils peuvent un peu réfléchir. On nous a habitués, depuis qu'on est né, à dire que le monde est comme ça, l'humain est comme ça, etc., etc. Donc, on a toujours suivi ce rythme-là. Et en fin de compte, maintenant, les gens, ils ont plus envie de suivre. Ils ont envie de réfléchir par eux-mêmes. Alors, ils ont plein d'informations et ils vont les recroiser. Et on les recroise, et on va se faire une idée. Et à partir de là, on n'est pas obligé d'écouter les élites. Donc, le peuple n'est pas obligé d'aller aveuglément se faire piquer, par exemple, 10 fois par un vaccin où on n'en sait rien de ce qu'ils ont mis dedans, etc. Ils peuvent dire, ben non, moi, j'ai pas envie. Pour moi, ça ne sert à rien, ou c'est pas fiable, ou c'est dangereux. Il y a ça. Pour les platistes, bon, moi je suis pas platiste, je suis pas religieux non plus, mais je m'intéresse à la théologie religieuse des religions, je m'intéresse à l'ufologie, je m'intéresse à un tas de choses, et je peux recroiser des informations. Donc les platistes, eh bien je regarde, j'écoute, je lis, et je me dis, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'on peut réfléchir? Alors je dis pas qu'ils ont raison, non, mais je réfléchis, j'ai envie de savoir et j'ai pas envie qu'un scientifique ou qu'une partie scientifique d'une partie des élites me dise bon ben dans 20 ans il faudra Stéphane, je comprends très très bien votre souci d'équilibre, votre souci de recherche, votre souci mais pour vous il n'y a aucune vérité scientifique. Si, il y a des vérités scientifiques. Lesquelles? Vous allez vous faire opérer par un neurologue ou quoi que ce soit, c'est scientifique, il sait vous opérer, il va vous enlever un calcul. Sur un chirurgien, sur une fracture, il va vous réparer. Ça, c'est scientifique. Après, sur des vaccins qui sont aussi scientifiques, etc., on n'est pas obligé de prendre, par exemple, des vaccins dont on n'a pas envie, parce que c'est peut-être scientifique, mais c'est pas fiable à 100%. N'importe quel vaccin n'est pas fiable à 100%. Il y a eu des effets secondaires à tous les vaccins. Il y en a qui sont restés... Stéphane, j'oublie les vaccins, parce que j'ai compris que vous étiez opposé à... Mais c'est pareil pour l'intelligence artificielle, bon, mais c'est pareil pour un tas de choses. Alors, l'intelligence artificielle, parlons d'autres sujets. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire... C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est comme tout. Il ne faut pas en abuser, il faut la mettre là où il faut la mettre. Quand c'est mis à un moment donné là où il ne faut pas, vous aurez une partie du peuple qui va se rebeller ou qui va être contre là où on la met. Et tout dépend de ce qu'on en fait. Mais pour en revenir aux platistes, puisque ça sera une dernière question, Stéphane, et puis après je passerai avec Alain. Stéphane, pour en revenir aux platistes, vous êtes intéressé par les théories des platistes. Intéressé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez à mettre sur un pied d'égalité ceux qui sont platistes et ceux qui nous disent scientifiquement depuis toujours que la Terre est ronde. Non, pour l'instant, je suis toujours dans ce qu'on m'a appris depuis que je suis petite, la Terre est ronde. Mais je m'intéresse quand même à ce qu'ils disent. Je m'intéresse à un tas de choses. Donc,
Donc, je voulais vous dire autre chose et j'ai oublié. Bon, ben c'est bon, ben Stéphane, déjà vous êtes exprimé. Bon, la politique, on va prendre Alain dans un instant, mais la politique et l'obscurantisme, qu'est-ce que vous voulez dire à ce propos? Je voulais dire que Marc Baudrier. que la politique et la science se sont un peu entraînés par le fond l'un l'autre. C'est-à-dire C'est-à-dire que en cherchant, par exemple, dans cet épisode de Covid, à avoir un comité scientifique qui valide un petit peu les décisions politiques du gouvernement. Vous dites que les politiques ont utilisé la science. Ouais. Les politiques ont utilisé la science et les scientifiques se sont laissés faire. Oui. Et je crois que quand la politique, vu le discrédit qu'elle a auprès du grand public, ouais, elle a toujours été discréditée. Semelle de science, oui, enfin, ça s'améliore pas, on va dire. Ouais. Et comme pour les journalistes. Eh bien, je pense que ça ne rend pas service à la science, qui devrait être totalement indépendante et surtout ne pas aller dans le... Vous êtes indépendante de la politique Ah oui, la science c'est complètement... quand je fais de la science, je suis complètement indépendant de la politique. Non, mais ça, bien sûr. Là, la politique, ça m'intéresse pas du tout quand je fais de la science. Mais là, par exemple, au niveau... Alors, je vais provoquer. Allez-y, provoquer. Je vais dire que, par exemple, quand le conseil scientifique, quand il a parlé, soi-disant, il était conseil scientifique, mais il a parlé que jamais il a parlé de science. C'était les masques, c'était les vaccins, c'était des choses comme ça. Les vrais scientifiques, ceux qui étaient dans leur laboratoire, ils n'avaient pas le temps de parler. Ils étaient en train de chercher au maximum comment faire pour éviter que la pandémie devienne s'étende partout et soit grave. Donc là, si vous voulez, toutes les discussions qui ont eu lieu sur les masques et sur le confinement, on se reportait à la peste noire et c'était la même chose. On n'avait pas progressé d'un poil. Laurent Alexandre, vous voulez dire quelque chose à ce propos, non? Les liens entre la politique et puis la science, ils ont toujours été compliqués. Donc, et avec la religion. Il ne faut jamais oublier qu'il a fallu attendre le 31 octobre 1992 pour que Jean-Paul II réhabilite Galilée. Galilée a été réhabilité il y a 30 ans pile. Il n'avait toujours pas été réhabilité. L'Église n'avait pas admis son erreur par rapport à Galilée. Donc entre les églises, au sens large du terme, le politique et la science, il y a toujours eu des relations qui ont été compliquées par le passé. Et on peut dire dans l'ensemble que les politiques et les religieux ont toujours freiné le développement scientifique et ont assez souvent mis au bûcher ou en tôle les savants et les scientifiques dans l'histoire. Alors, je reprends un tout petit peu. C'est ça. Par exemple, les politiques ont demandé, et depuis Louis XIV, la création d'académies et d'Académie des sciences pour conseiller le pouvoir. Donc on est là depuis 1666. Oui, ça existe depuis toujours. Pas toujours, mais ça a toujours été là. Voilà. En ce qui concerne Galilée, je voudrais faire un point rectificatif quand même. Galilée, c'est le pape qui lui avait demandé d'écrire un livre dans lequel il y avait ceux qui étaient pour la Terre est ronde, ceux qui étaient la Terre tourne autour du Soleil, ceux qui étaient contre, et puis ceux qui ne savaient pas. Et il avait demandé à Galilée de se mettre dans le camp de ceux qui ne savaient pas, ce qu'il n'a pas fait. Et c'est pour ça qu'il a été mis, il est resté chez lui en résidence surveillée. Donc bon, à l'époque, il y avait quand même pas mal de clergé qui étaient d'accord avec Galilée. Faut pas non plus exagérer. Alain est à Auch dans le Gers. Bonjour Alain. Bonjour, et je vous remercie de me donner la parole. Mais je vous en prie, Alain, c'est normal. Je n'ai pas grand-chose à dire, je voudrais juste faire un commentaire. Je suis paysan, et c'est plutôt une observation. Personne ne va changer d'avis, ni d'un côté ni de l'autre, ça serait vraiment idiot de l'imaginer. Moi, je voulais dire que jusqu'au Covid, il me semblait que tout était tranquille, on ne réalisait pas. Depuis le Covid, j'ai l'impression qu'il s'est passé un phénomène. Et là, vous l'évoquiez tout à l'heure, je pense que la science, alors il y a l'obscurantisme, si vous voulez, la science, elle est arrogante, elle est sûre, elle a un résultat qui est sûr. Et ça m'interpelle. Moi, je suis paysan, j'observe beaucoup. L'observation est importante pour nous sur le court et le long terme. Je pourrais vous donner des exemples de fonctionnement de produits chimiques, par exemple, qui s'avéraient soi-disant sûrs et dont on pourrait démontrer le contraire. Cette arrogance, si vous voulez,
elle a été suivie même par les journalistes. Hein. Tout le monde, aujourd'hui, même s'il y a une évolution dans la situation, on considère encore que ceux qui doutent un petit peu de l'ARN, eh bien, ce sont des obscurantistes. Moi, j'ai l'impression, à ce jour, qu'on a fait une régression, et je dirais soit vers l'an 1200 où il y avait l'Inquisition, soit en 1800 et quelques. Ça rappelle l'histoire de Jacques le Croquant. La populace, elle est considérée comme inapte à comprendre et inintelligente. Alors c'est probablement le cas, hein, je pense que les élites sont très fortes. Non mais vous dites ça, Alain, mais vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas à ce que vous dites. Vous dites, c'est déjà le cas, c'est les élites. Non, pas du tout. Alors, je viens justement mes ancêtres, c'était des paysans bretons et beaucoup ne savaient même pas lire et écrire, et mon père même n'a su lire et écrire qu'à l'âge de 9 ans. Alors je peux vous dire que bon, je n'ai absolument aucune arrogance, pas du tout d'arrogance, et en fait, je crois que nous sommes mal exprimés aussi, c'est peut-être pour ça, parce qu'on ne s'exprime pas suffisamment, et nous avons confondu la science qui est établie depuis longtemps et qu'on a bien stabilisée avec la recherche qui est au fond le moment où on essaye de comprendre et où on fait de la science et où justement ce n'est pas stabilisé. Et je crois que c'est de notre faute si nous n'avons pas su exprimer à la fois le socle qui est sûr et la partie qui ne l'est pas. Alain, vous avez raison d'avoir posé cette question. Alain, vous avez raison de poser cette question. Essayons les uns et les autres de ne pas être gavés de certitudes. Voilà, absolument. Ça, absolument. Je pense que c'est l'évidence même, et c'est même notre pensée. Nous devrions avoir cette pensée collective, et ça serait un peu mieux pour le pays si nous avions cette pensée collective. Moi, je ne suis. Vous n'êtes pas d'accord. Cette arrogance de la science, moi, je n'y crois pas. Quand vous prenez Yves Coppens, très grand spécialiste des ossements anciens et co-découvreur de Lucie, quand il y a eu des éléments nouveaux scientifiques qui ont montré qu'il s'était trompé sur sa théorie de l'East Side Story, il a dit, je me suis trompé, il a changé d'explication et il a admis les éléments nouveaux. Au contraire, la science n'est pas arrogante, elle intègre en permanence les démentis, les nouveaux éléments, les nouvelles expériences. Et je trouve que c'est très injuste de dire que la science est arrogante alors qu'elle se remet en question tous les jours. Et que l'immense majorité des scientifiques, quand il y a une nouvelle étude qui montre qu'ils ont tort, ils sont enchantés d'améliorer leur vision du monde et ils intègrent les éléments nouveaux. Donc non, la science n'est pas arrogante, elle est compliquée. Mais elle n'est pas arrogante. Merci Alain, merci. Il est 11h45. Allez, une nouvelle pause et nous terminons. Nous allons parler des peurs. Je le disais parce que nous sommes parfois guidés par la peur. Il est midi moins le quart. Bien, Catherine Bréchignac, je vous pose une question claire. Est-ce que nous sommes un peu aujourd'hui guidés par les peurs? Ah oui. Oui. On a toujours été. Hein, on l'a toujours été. Mais est-ce que à notre époque, nous sommes guidés par les peurs? On l'a toujours été, mais je dirais, au fond, il y a deux types de peurs. Oui. Il y a les peurs animalières, enfin intrinsèques, quand tout d'un coup vous avez quelque chose qui vous fait peur. Et ça, cette peur, elle est bonne, elle est utile, parce qu'elle vous évite le danger. Vous n'allez pas vous jeter du haut de la falaise, vous avez peur. Bon, ça c'est des peurs depuis longtemps, et on dit toujours, il faut vaincre sa peur, bref. Et puis, il y a les peurs induites par l'homme lui-même. Et ça, il y a deux nouvelles de Maupassant que je conseille à tout le monde de lire, qui s'appelle La peur, qui explique comment la peur induite par la pensée sur une idée qui peut être juste ou fausse est beaucoup plus forte, beaucoup plus durable que la peur intrinsèque qui s'arrête dès que le phénomène est parti. Et cette peur-là, elle est manipulée. Elle est manipulée, et on l'a vu par exemple, et je le raconte dans mon livre, l'histoire de la comète de Halley. On avait raconté au début du XXe siècle que la comète de Halley, la queue allait arriver, la comète allait arriver, c'était absolument épouvantable, la Terre allait s'enflammer, enfin bref, des tas de choses. Et puis Flammarion même racontait cette histoire, et il y a des gens qui se sont tués, il y a des gens qui ont vendu tout ce qu'ils avaient, il y a des gens qui... Parce qu'ils avaient peur de cette histoire de comète qui allait arriver. Et puis, tout d'un coup, la comète est passée, tout s'est dégonflé et plus personne n'a parlé de rien. Alors qu'avant, tout le monde en parlait, c'était l'agitation généralisée. Oui. Et ça, le ballon qui se dégonfle après la peur, c'est évident, et je crois qu'il faudrait, et c'est peut-être à tous, de dire, voilà, on a eu peur,
Eh bien maintenant, pourquoi a-t-on eu peur puisqu'il n'y avait pas besoin d'avoir peur et on a fait la même chose avec l'an 2000. Alors on avait raconté l'histoire on a raconté le bug de l'an 2000. Alors tout le monde, le bug de l'an 2000, alors tout allait exploser, les avions n'allaient plus se poser, les trains n'allaient plus rouler, enfin ce que je sais, moi, toutes sortes de choses. Et puis c'était du pipeau. Donc il faut faire très attention aux peurs que l'on se construit. Si on construit soi-même, on a le droit de se construire des peurs, hein, si ça nous fait plaisir. Mais qu'on fasse passer cette peur aux autres, ça, c'est très mauvais. Oui. Laurent Alexandre, Marc Baudrier, vous voulez ajouter des choses sur les peurs? Catherine a tout à fait raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un exprime une peur délirante, grâce aux réseaux sociaux, il peut le diffuser à des millions de personnes. Il y a une universitaire espagnole qui travaille en Irlande, Dolores Cahill, très très écoutée sur les réseaux sociaux, qui a fait un accident psychiatrique et qui a dit sur les réseaux sociaux, vos auditeurs peuvent récupérer la vidéo, que 100% des gens vaccinés contre le Covid allaient mourir très rapidement après le vaccin. 100%, pas 99, 100%. Il y a des millions de gens qui ont regardé cette vidéo et qui étaient paniqués, qui étaient absolument paniqués. Avant, quand on faisait un accident psychiatrique, on était interné tout de suite. Maintenant, on a le temps sur les réseaux sociaux de raconter des conneries monstrueuses et de faire peur à des millions de gens en leur expliquant que 100% des vaccinés vont mourir. Donc on voit bien que les peurs, elles diffusent plus vite aujourd'hui que par le bouche à oreille. Le bouche à oreille diffuse la peur en quelques années. Aujourd'hui, avec Twitter, Facebook et Instagram, on diffuse une peur en 5 minutes. Donc il faut que les scientifiques apprennent à casser ces peurs irrationnelles, ces bulles d'obscurantisme et s'adaptent à l'ère des réseaux sociaux. C'est pour ça que je trouve que les scientifiques, les savants ne sont pas assez rentrés dans le débat politique, dans le débat médiatique pendant cette crise. Ils auraient dû aller au combat davantage pour expliquer aux gens la réalité de ce qui se passait, parce qu'en réalité on a laissé des complotistes délirants prendre la main et faire peur massivement à l'opinion. Et l'exemple de Cahill que je citais est paradoxal. J'ai vu des gens paniqués qui étaient persuadés qu'ils allaient mourir dans les semaines qui suivaient le vaccin. C'est terrible que les gens aient aussi peur parce qu'un fou, un délirant qui n'est pas encore interné raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Marc Baudrier. Oui, non, mais la peur, c'est quand même un grand ressort de la politique en France, par exemple. Donc, et pas seulement des politiques. Il y a la peur fait vendre. Par exemple, le bug de l'an 2000, ça a fait la fortune des tas de cabinets de conseil informatiques qui vous ont fait des tas d'opérations hors de prix et qui se sont mis plein les poches. Les politiques jouent sur les peurs. L'an 2000 qui n'a pas eu lieu. Pardon, les politiques jouent sur les peurs. Et les politiques jouent sur les peurs en permanence. Ce qui est irresponsable totalement entre nous. On a eu peur de l'invasion soviétique, on a peur de la fin du monde, que le ciel nous tombe sur la tête aujourd'hui, on a peur de l'extrême droite nazie, se disant, de l'extrême gauche qui va, etc. C'est permanent. Oui. Et ça, évidemment, ça accroche des publics, ça mobilise des partisans, mais ça mobilise des partisans. Voilà. Ça encourage. Il y a un magnifique exemple, c'est la pollution de l'air à Paris. Depuis le Moyen-Âge, l'air n'a jamais été aussi pur à Paris. La pollution, d'après les données officielles d'Airparif, a été divisée par 1000 depuis 1955 sur les principaux polluants, c'est-à-dire le plomb, les métaux lourds, le SO2, le smog. Divisé par 1000. Donc l'air n'a jamais été aussi pur. Et les écologistes ont fait croire à l'opinion que la pollution de l'air à Paris était chaque jour plus grave, alors que la pollution de l'air s'effondre depuis 1955. Elle s'est effondrée. Donc l'air est extrêmement pur à Paris et l'opinion est persuadée que l'air n'a jamais été aussi pollué. Alors même que les données officielles montrent cet effondrement de la pollution. Et ça, c'est terrible de paniquer les gens avec des données fausses. Oui. Catherine Bachignac. Non, mais je vais raconter que finalement, au fond, les écologistes, ils ont eu raison de dire, de nous pousser à améliorer l'air de Paris, parce que sinon personne n'aurait peut-être fait. Donc au fond, je dois dire les écologistes. Oui, non, pas ceux d'aujourd'hui, mais ceux d'hier. Mais de toute façon, il faut toujours poser le problème, dire est-ce que ça c'est dangereux, qu'est-ce qu'il faut faire, comment améliorer les choses. Et aujourd'hui c'est vrai on va bientôt être 8 milliards sur la planète, il va falloir qu'on nettoie correctement cette planète et voilà, et ça semble du bon sens pour tout le monde et je crois qu'il n'y a pas de science là-dedans, il n'y a que du bon sens. Bien. Je voulais avant de terminer, parce qu'on va bientôt terminer, on a fini pratiquement. Je voulais dire quand même que le ressort de tout ça, et j'ai été étonnée tout à l'heure pour les femmes qui étaient quand même un peu dans l'obscurantisme délirant avec la sorcellerie, il faut redonner à l'école
sa raison d'être. C'est-à-dire qu'en fait, il faut impérativement qu'on apprenne. L'école, ça doit être de l'instruction, ça doit pas être de l'éducation, ça doit être de l'instruction. Apprendre à lire, apprendre à écrire correctement, à savoir utiliser les mots, apprendre à penser, apprendre à faire des calculs. Enfin, il faut redonner à l'école ses lettres de noblesse, d'instruction et puis ça va donner de la force aux jeunes qui, après, avec ce bagage, pourront se poser des questions et avoir de l'esprit critique. Merci Catherine Bréchignac, merci à Laurent Alexandre et à Marc Baudrier d'être venus nous voir ce matin. C'était passionnant, c'est une heure de remarques, de réflexion, retour vers l'obscurantisme. Catherine Bréchignac aux éditions du Cherche Midi. Merci à tous les trois. Il est 11h57.